Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16 h, c'est tout de suite. Christopher Marlowe, 1564-1593. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire du presque jumeau de William Shakespeare, de celui qui était poète et dramaturge, tendance tragédie, celui qui le premier a mis en scène l'histoire de Faust, de celui enfin qui est mort à 29 ans, probablement assassiné. Sur le seul portrait censé le représenter, on le voit à bras croisés, l'air décidé, presque boudeur, pâle dans son habit noir crevé de rouge, et il porte les cheveux au carré, assortis d'une moustache presque adolescente. On dit qu'il est le fils d'un cordonnier qui a réussi, on sait qu'il est allé à l'université, mais il y a surtout des rumeurs. On dit qu'il a voulu devenir prêtre, qu'il est allé en France, qu'il était homosexuel, qu'il était au service de la reine, qu'il était un espion, voire un magicien. Ce qui est sûr, c'est qu'il intègre la troupe de l'amiral et qu'il écrit 6 pièces, qu'il se bat à l'épée, qu'il va en prison, qu'il est soupçonné de faire de la fausse monnaie, qu'on l'arrête en lien avec une affaire d'hérésie, qu'il quitte Londres et qu'il est tué. Mais comme tous les génies foudroyés, certains rêvent qu'il ne serait pas mort, mais aurait vécu caché pour écrire les pièces de Shakespeare. Alors, pour ce week-end dédié au grand William, il faut écouter ces extraits du documentaire de Michel Cazenave réalisé par Claude Giovannetti en 2001, Christopher Marlowe, véritable fondateur du théâtre élisabétain. Christopher Marlowe. I go, accursed spirit, to ugly hell. As thou hast damned distressed Faustus' soul. It's not too late. Too late. Never too late. If Faustus can repent. If thou repent, devil shall tear thee in pieces. Repent, and they shall never raise thy skin. Faustus, thou art damned. There is no hope. Faustus, turn to God. There lies hope. Ah, Christ, my Savior, seek to save distressed Faustus' soul. Bernard Sobel. Si vous voulez, Marlowe, c'est un ami comme... C'est une souffrance, comme Lenz ou comme Walser. C'est-à-dire que il y a chez lui quelque chose qui fait qu'on est pris au cœur parce qu'on sent que son écriture est très profondément autobiographique. Mais alors, quand on dit Marlowe, on ouvre une boîte de Pandore. Je veux dire que quand on dit Marlowe, on dit Giordano Bruno. On ne se représente pas ce qu'était Londres à cette époque. On se dit que Sidney, Marlowe ont rencontré Giordano Bruno. Et je suis sûr qu'ils l'ont fait. Alors, c'est aussi un homme qui est au coin du bouleversement de la découverte d'un autre monde. Il est là où, comme il y a les plaques tellurique de l'histoire, et puis il y a des moments de fracture, je pense que nous en vivons un, ce qui fait que le fait que nous en vivons un, fait que Marlowe, quelque part, quand on dit « est notre contemporain », c'est idiot, mais il l'est dans le sens où il est un profond, je dirais, créateur de formes et un novateur. Il se lance dans un continent tout à fait inattendu. Et ce côté expérimental dans son œuvre est ce qui étonne. Je veux dire, on dit Marlowe, on pourrait dire Rimbaud. C'est pas à cause de l'homosexualité que je dis ça. Mais enfin, peut-être que ça a à voir avec. Alors, c'est tellement énorme, même s'il y a peu de pièces de Marlowe, mais c'est tellement énorme ce qu'il ouvre. Alors, je vous donnerai un exemple tout simple. Quand on prend les Miracle Plays, toutes les pièces qui ont été écrites avant Marlowe, personne ne portait le nom d'un personnage, ça n'existait pas.
les personnages s'appelaient la luxure, la richesse, la pauvreté. Il n'y avait pas de je. Et là, d'un seul coup, il fait intervenir je, moi. Et donc, il donne des noms à ces personnages. C'est déjà énorme, parce qu'avant, ça n'existait pas. Oh, mon cher Faust, laisse cet art damné, cette magie qui va charmer ton âme pour l'enfer et te priver à jamais du salut. Quoique jusqu'ici tu aies erré en homme, ne persévère pas dans ton erreur comme un démon. Tu as encore une âme digne d'amour, si par l'habitude le péché ne devient pas ta nature. Alors, Faust, le repentir viendra trop tard. Alors tu seras banni de la vue du ciel. Nul mortel ne peut exprimer les peines de l'enfer. Il se peut que mon exhortation te semble dure et tout à fait désagréable, qu'il n'en soit pas ainsi, car mon cher fils, ce n'est ni par haine, ni par malveillance que je te parle, mais par tendre amour et par pitié de ta future misère. Gisèle Venet. Son théâtre se plie en deux, en quelque sorte, ou se casse en deux, comme on voudra. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une revendication extraordinaire d'une liberté totale et sans limite. Que ça soit celle de Faust, que ça soit celle de Tamerlan, que ça soit celle du Juif de Malte. Le Juif de Malte se présente comme le Machiavel, c'est-à-dire celui qui a toutes les libertés et qui tient non pas son destin en main, puisqu'il semble y avoir toujours une négation du destin, mais une sorte de liberté d'agir tout à fait extraordinaire. Et puis tout d'un coup, la pièce se casse, que ça soit le grand dernier monologue de Faust, qui est rattrapé par un discours sur le Christ sauveur, l'impossibilité justement d'être le disciple d'Épicure jusqu'au bout, puisque il ne peut même pas se dissoudre lui-même en atomes. Il est obligé de rester immortel. Donc il y a une vraie récupération par l'idéologie inverse après avoir parcouru tout le champ des possibles scientifiques et être même allé jusqu'aux confins de l'univers, puisqu'il va jusqu'au primum mobile, c'est-à-dire qu'il est presque en contact avec Dieu. Et dans Tamerlan aussi, toute la première partie de Tamerlan est une suite de victoires continues et qui sont chacune des revendications contre l'ordre du monde établi. Et puis, ce monde va se casser avec la mort de Zénocrate. Et alors là, on a une inspiration extraordinaire, parce que Zénocrate a été quand même l'inspiration de la beauté. Et la mort de Zénocrate est quelque chose qui casse complètement la volonté de puissance de Tamerlan. Ça n'est plus du tout le même conquérant. C'est presque un vengeur à la fois iconoclaste de lui-même qu'on a dans la deuxième partie. Stuart Side. C'est peut-être un des premiers poètes révoltés, révolutionnaires, qui fait la plaidoirie du désordre, du bouleversement de l'ordre établi. C'est peut-être pour moi le premier grand poète de théâtre, ou grand poète maudit, qui porte une malédiction en lui, et qui parle de sa souffrance en tant que poète maudit. Shakespeare est presque un auteur anonyme. La première personne dans Shakespeare n'existe pas. Il est Hamlet, il est Claudius, il est Iago, il est Othello. Où est la pensée de l'auteur dans Shakespeare? C'est singulièrement absent. C'est sa force aussi. Marlowe, c'est l'inverse. Marlowe, il est faux. Il est Méphistophélès. Il souffre avec les deux. C'est sa propre souffrance. C'est un des auteurs, peut-être de tous les auteurs élisabéthains, jacobéens que je connaisse. Il y a celui où le jeu joue le plus grand rôle. L'auteur est présent partout, qui est un phénomène d'écriture
complètement moderne, proche de nous, mais rare pour l'époque. Burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul. See where it flies. Come, Helen, come, give me my soul again. Here will I dwell, for heaven is in these lips, and all is dross that is not Helena. I will be Paris, and for love of thee, instead of Troy shall Württemberg be sacked. And I will combat with weak Menelaus, and wear thy colours on my plumed crest. Yea, I will wound Achilles in the heel, and then return to Helen for a kiss. Oh, thou art fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. Brighter art thou than flaming Jupiter when he appeared to hapless Semele, more lovely than the monarch of the sky in wanton Arethusa's azured arms. And none but thou shall be my paramour. Je crois que, enfin, on n'a évidemment aucune preuve, mais il me semble que tant les accusations qui ont été portées contre Marlowe, surtout après sa mort, mais enfin, les bruits qui couraient effectivement sur ses opinions religieuses et sur sa libre pensée, moi je pense qu'il a été effectivement l'un des premiers libertins, au sens intellectuel du terme, pas du tout le libertinage comme on l'entendra au XVIIIe siècle, bien entendu, encore que... il y a ces très belles figures des deux homosexuels dans Édouard II et cette sorte de poésie de l'amour homosexuel entre Édouard II et Gaveston. Mais on ne sait rien pratiquement des mœurs de Marlowe. On sait qu'il a chaque fois joué avec... mais comme Shakespeare, après tout. Shakespeare aussi a écrit tant de sonnets dont on peut se demander s'il s'adresse à un jeune homme ou à une femme, et la plupart du temps on sait qu'il s'adresse à un jeune homme, donc il y a, disons, cette homosexualité latente, probable, mais il me semble que quand même ce qu'il caractérise, c'est cette pensée libérée, de libertin, et en même temps impossible. C'est aussi le moment où le monde est décentré, et il le vit avec une énorme brutalité, parce que d'abord, je pense qu'il y a aussi chez Marlowe ce que j'appellerais un point de vue de classe. C'est un fils de savetier, un fils de savetier qui est un university wit, un blagueur universitaire. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais je pense qu'il y a une différence énorme avec Shakespeare. Shakespeare va faire des compromis. Shakespeare, sa situation de classe, on ne connaît pas sa biographie, mais elle est quand même différente. Il va être un social-démocrate. Voilà, il va essayer de tempérer les choses. Marlowe, non. Marlowe a l'amertume du valet. Hein, c'est un peu le côté neveu de Rameau. Oui, c'est une personne. Voilà, il y a chez lui à la fois l'intellectuel raffiné, d'un goût énorme, etc. Et il y a un point de vue plébéien. Donc, il y a un double mouvement, à la fois le décentrement de l'individu, c'est-à-dire la Terre n'est plus au centre du monde, le Soleil ne tourne plus autour de la Terre n'est pas plate, on découvre même à la surface de la Terre plein de choses, et ils sont tous en train de se poser des questions énormes, un peu les mêmes que les nôtres. Et tout ça, et il y a à la fois le monde, l'univers, cette bouffée d'air qui doit être un petit peu étouffante, et
Et cette mise en cause de tout l'édifice, il participe à la mise en cause de l'édifice intellectuel, moral, religieux de cette époque. Et il invente l'instrument du théâtre, un instrument théâtral qui le sert à mettre en cause cet édifice, à le miner par en bas, on pourrait dire. Est-ce que je tombe dans une analogie simpliste due à l'homosexualité? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que je trouve quelque chose dans Marlowe qui annonce les Pasolini, qui annonce les Genet, Rimbaud aussi. L'attirance qui exerce la destruction. Le bouleversement de tout. Une douleur, une souffrance qui trouve l'expiation dans l'anéantissement de tout. Cela, cet auteur, ô combien personnel, cette démarche personnelle et le cœur noir, oui, d'une œuvre cruelle, sulfureuse, infernale. On peut parler de l'enfer avec Marlowe. Des personnages qui vivent l'enfer. Moi, qui me suis penché 2 fois de suite sur Faustus de Marlowe, il y a des phrases évidemment qui annoncent Sartre quand Marlowe dit « mais l'enfer est ici ». Là où se trouvent les hommes, voilà, l'enfer. Que les hommes créent l'enfer. Nous n'avons pas à aller ailleurs pour trouver un enfer de flamme. L'être humain, les êtres humains ont construit l'enfer. Le fait de créer un personnage en Méphistophélès qui est un personnage qui souffre. On dit, mais vous êtes diable, comment ça se fait que vous souffrez? Mais ne pensez-vous pas que moi, qui étais assis à côté de Dieu, qui vivait dans sa lumière, et qui est privé de ça à jamais, je ne souffre pas plus que qui que ce soit. Ne pensez-vous pas que c'est une damnation perpétuelle? Et Marlowe, cette notion, nous sommes damnés parce qu'on est humain. Notre condition d'humain n'est pas source d'exaltation, mais source de souffrance et de douleur. Un drôle de mélange d'une haine de soi et d'exaltation de soi. C'est vraiment un poète noir, des ténèbres et des flammes. Faustus. Quoi? Cloches, livres et cierges? Cierges, livres et cloches? Allez devant, allez derrière. Menez le Faustus en enfer. Le moment est tout proche. Le cochon commence à grogner. Le veau à pleurnicher. L'âne va se mettre à braire. C'est la fête de Saint-Pierre. Il y a eu toujours chez ces intelligences qui étaient tout de même formées depuis la jeune adolescence, si ce n'est l'enfance, qui étaient formés pour devenir eux-mêmes des idéologues de la religion ou des praticiens de la religion, des fidèles. Je crois qu'il y a évidemment toujours une sorte de skise, de cassure dans l'adhésion, puisqu'à la fois, ils connaissent si bien qu'ils peuvent transgresser, et dans le moment même où ils transgressent, ils savent tout ce qu'ils perdent, s'il y a à perdre. Il y a une sorte de rupture. Il me semble que
toute la sensibilité de la fin du XVIe et du début du XVIIe est une sensibilité en rupture. Il faut rompre, et en même temps, c'est le désespoir de rompre. C'est quand même le grand siècle de la mélancolie, c'est quand même le grand siècle de la nostalgie. Mais la nostalgie s'accompagne d'une mélancolie profonde, et c'est vraiment le siècle de la perte. À la fois, il n'y a plus rien à perdre, et en même temps, tout étant perdu, le désespoir étant là, c'est un désespoir d'avoir perdu. Il y a une très grande nostalgie, effectivement, d'une sorte... enfin, Milton le dira en dernier, en réécrivant Le Paradis perdu, mais il vient tout à fait terminalement, après toute cette exploration des cassures, des fêlures, de toute la sensibilité, que ce soit d'ailleurs sur le plan amoureux, sur le plan politique, sur le plan cosmique. Tout est en train de se fêler. Marlowe nous parle du mal, du bien et du mal, et énormément du mal. Et cette interrogation sur le mal, cette interrogation, cette exploration, cette, disons, fascination qu'exerce le mal sur les êtres humains est un des leitmotifs de Marlowe. Il me paraît une interrogation majeure, une interrogation dans laquelle j'ai envie de me plonger moi aussi, ce tourment-là. Bernard Sobel. Pourquoi monter Marlowe aujourd'hui ? Parce que tout simplement Marlowe refait au prix de l'humiliation, du courage, des dangers et des risques le parcours que chaque individu est obligé de faire dans son existence. Par exemple, si on prend Édouard II, la couronne, c'est un instrument politique nécessaire. Après, on peut en discuter, mais là, c'est un peu éloigné de moi. Il couche avec ses mignons pour prouver qu'il peut faire ce qu'il veut. Et il a une manière provocatrice d'utiliser la fonction royale, je dirais, d'une certaine façon, pour dire à chacun que chacun peut être roi. Roi de soi-même. Peu importe le mignon, dans le fond. Peu importe. Il en remplace un par l'autre. Ce qui scandale, s'il en avait qu'un, etc. Non, c'est pas ça. C'est une provocation pure, simple et totale. Par la terre, notre mère à tous, par le ciel et les orbes mouvants, par cette droite, par l'épée de mon père, et par tous les honneurs attachés à ma couronne, je me paierai d'autant de têtes et de vies que je possède de châteaux, de villes et de tours. Traître Mortimer, perfide Warwick, aussi vrai que je suis roi de l'Angleterre, je traînerai vos troncs décapités dans des lacs de sang où vous boirez tout votre soûl et j'en souillerai mon royal étendard, afin que mes couleurs ensanglantées appellent sur votre race maudite le souvenir d'une éternelle vengeance. Ô meurtriers infâmes de mon doux Gaveston. Gisèle Venet. Il me semble que, bien entendu, dans sa grande pièce politique, Édouard II, on a, dans une première moitié de la pièce, la mise au pas, on a la revendication d'une liberté royale, puisque tout de même le roi vit avec son amant, revendique la liberté de vivre avec son amant, et on a une figure noble, des figures nobles qui se lèvent, les barons du royaume, pour restaurer une sorte de pouvoir.
Et puis finalement, le baron par excellence, celui qui semblait incarner une sorte de liberté, une sorte de justice pour face au roi, eh bien lui-même, au milieu de la pièce, se casse, devient lui-même le Machiavel, et détruit par sa propre ambition, devient naturellement l'amant de la reine, etc. C'est-à-dire qu'il devient le maudit de la pièce. Et le roi, au contraire, meurt d'une sorte de mort presque christique, presque assimilable à la mort de Richard II dans la pièce de Shakespeare. Un jour on est ceci, l'autre jour on est cela. En Marlowe, on n'est pas parce que on est. On existe. Un Faust était dans le droit chemin pendant longtemps. Un jour, il met tout en question. Faustus commence avec un homme qui dit « Je sais ceci, mais quoi ça vaut? La médecine, quoi ça vaut? La philosophie, qu'est-ce que ça vaut? » Donc, vu que je sais tout, mais je ne sais rien, donc je vais aller vers l'interdit. Une attirance vers le clandestin, vers le monde caché, la face cachée. C'est vrai que le fruit interdit, pour Marlowe, que ce soit les livres occultes, comme il dit, les sciences occultes, ou que ce soit pour la reine dans Édouard II, l'homme interdit, on y va. On y va pour savoir ce que c'est. Faust, choisis le sujet de tes études et commence à sonder la profondeur de ce que tu entends professer. Ayant le premier grade, prends un air dévot, mais recherche cependant la fin de toute science et vis et meurs avec les œuvres d'Aristote. Chers analytiques, c'est vous qui m'avez séduit. Un sujet plus grand convient à l'esprit de Faust. Dis adieu au on Caïméon, et accueille Galien, sois médecin, Faust, amasse de l'or et rends-toi immortel par des guérisons miraculeuses. Cependant, tu n'es toujours que Faust, un homme. Si tu pouvais faire vivre l'homme éternellement, et s'il est mort, le rendre à la vie, oui, alors ta profession serait estimée. Adieu, médecine. Adieu, théologie, cette métaphysique des magiciens et ces livres de nécromancie sont célestes. Des lignes, des cercles, des figures et des caractères. Oui, voilà ce que Faust désire le plus. Un parfait magicien est un dieu puissant. Use ici de ton cerveau, Faust, pour acquérir la divinité. Jean-Louis Bacchès. Alors, Faust a forcé un démon à venir et fait un pacte avec le démon. Cela lui permet effectivement de pratiquer la nécromancie qui est probablement ce qu'il y a de pire dans la magie dans la doctrine de la Bible. C'est une horreur, une abomination dans la tradition judéo-chrétienne, c'est quelque chose de banal dans la tradition antique. Ulysse fait apparaître Tirésias, Énée consulte la Sibylle de Cume et descend lui-même aux enfers. Et il y a là évidemment une discrépance entre les deux traditions. Ô Faust, mets de côté ce livre maudit et n'y fixe pas ton regard, sinon il tentera ton âme et attirera sur ta tête la lourde colère de Dieu. Lis les Écritures, ceci est blasphème. Poursuis, Faust, dans l'étude de cet art fameux qui contient tous les trésors de la nature. Sois sur terre comme Jupiter au ciel, Seigneur et maître des événements. Comme ce désir me dévore, aurais-je des esprits pour m'apporter ce qui me plaît, dissoudre toute ambiguïté, accomplir les entreprises que je désire, même les plus désespérées?
sorte de revendication de l'être humain complet dans toutes ses facettes, dans toutes ses façons de s'épanouir, intellectuelle, physique, politique, de brûler les planches, brûler la vie comme ça, c'est incroyablement osé. Et même, je dirais, même si c'est un auteur élisabétain, peut-être moi qui m'intéresse beaucoup au Shakespeare jacobéen, c'est-à-dire la fin de la vie de Shakespeare, la deuxième moitié, et les œuvres jacobéennes, je trouve que Marlowe, bien qu'il soit élisabétain, annonce l'ère jacobéen, annonce le désespoir. Je trouve qu'il y a, en même temps, avec ce verbe dorique, tonique, beaucoup bien sonnant, une forme de désespoir, mais l'énergie folle que donne le désespoir d'aller jusqu'au bout. Et c'est une noirceur non voilée, une noirceur presque hargneuse dans la envie de la vie et le moteur de Marlowe dans son audace d'écrivain, dans la mise en place de situations extrêmes. Faust maudit, où est à présent la miséricorde? Je me repens, et cependant je désespère. L'enfer et la grâce se combattent dans mon cœur. Que faire pour échapper aux embûches de la mort? Traître! Je saisis ton âme pour avoir désobéi au maître souverain. Révolte-toi, ou je vais mettre ta chair en lambeaux. Cher Méphistophélès, supplie ton maître de pardonner mon injustice présomptueuse, et je confirmerai à nouveau de mon sang mon ancienne promesse faite à Lucifer. Alors fais-le vite, et d'un cœur qui ne simule pas. Sinon un plus grand péril guettera ta conscience. Écris avec ton sang. J'écris. Et maintenant, mon bon ami, tourmente ce vieillard bas et tortueux qui a osé me détourner de Lucifer. Applique-lui les pires tortures que possède l'enfer. Sa foi est grande. Je ne puis rien sur son âme. Mais j'essaierai tout ce qui peut affliger le corps. Encore que ce soit peu. Cher serviteur, laisse-moi t'implorer pour une chose qui assouvirait le désir de mon cœur. Que je puisse avoir pour maîtresse la divine Hélène que j'ai vue récemment. Ces baisers étoufferaient toutes ces pensées qui me détournent de ma promesse, et ils me feraient tenir le serment fait à Lucifer. Faust, ceci ou telle autre chose que tu puisses désirer se réalisera en un clin d'œil. Faust a peut-être commis une erreur. Faust a signé ce pacte. Faust n'a jamais voulu remettre le pacte en cause. Donc, d'une certaine manière, il perd, puisqu'il meurt dans des conditions effroyables, et on peut supposer que la suite de son existence dans l'autre monde sera tout aussi effroyable. Et pourtant, le bonhomme qui, à la fin, essaie de convertir Faust ne reparaît pas. Et le cœur final est... enfin, cœur au sens que le mot avait en anglais à l'époque. Enfin, la petite moralité qui apparaît à la fin reste terriblement ambiguë. C'est une figure merveilleuse que ce Faust. C'est une figure qui a été abattue, peut-être comme une figure divine au sens antique du terme. On parle latin. On parle latin en citant le latin d'église, en citant le latin des juristes, en citant les poètes. On parle même parfois, très vaguement, un peu grec. Bien sûr, on est dans un monde de savants. Et un beau jour, les savants sont réunis chez le maître, Faust,
et se propose de faire apparaître un exemple de grammaire. Les maîtres de conférences qui entourent Faust ont entendu parler d'Hélène, ils en ont entendu parler dans des manuels de rhétorique. Hélène est le parangon de la beauté, l'hyperbole de la beauté à son plus haut période. Dans les manuels, dans les arts poétiques, quand on veut donner l'exemple d'une femme merveilleuse, on dit Hélène. C'est une façon de parler, c'est une simple figure de rhétorique. Alors ces messieurs qui sont de bons rhétoriciens et de bons grammairiens veulent voir une figure de rhétorique. On leur montre une figure de rhétorique, et quand ils ont vu Hélène, et qu'ils se sont convaincus que les manuels disent vrai, et qu'elle est effectivement la plus belle qu'on puisse imaginer, la plus belle qu'on eût su voir, comme dirait le conteur, ils rentrent tranquillement chez eux et retournent, j'imagine, à leurs chères études. Entre les savants, qui en fait ont pris Hélène pour une allégorie, une façon de dire la beauté suprême. Et Faust, qui veut étreindre Hélène, il y a une différence. Et d'une certaine façon, je crois que Faust va au-delà des livres. Et qu'il veut aller au-delà des livres. Non seulement tout savoir, mais encore avoir avec ses mains expérimenté ce qu'il en est de cette réalité qui est décrite dans les livres. Alors, est-ce pour cela qu'il se propose de brûler ses livres au moment de la suprême angoisse? Je suis loin d'en être sûr. Chacun sait que le livre est, par définition, l'instrument du magicien. Donc ce cri pourrait être, sinon un cri de repentir, au moins le cri de la grande peur devant l'horreur qui l'attend. Cela n'empêche pas que quelque part Faust est peut-être allé au-delà des livres. De toute façon, le fameux monologue initial est déjà une manière de rejeter les livres. Goethe a repris la formule. On évoque les grandes sciences, enfin celles qui donnent encore leur nom à ce qu'on n'appelle plus des facultés dans les universités françaises. On évoque les grandes parties du savoir et on les envoie promener purement et simplement l'une après l'autre. On peut très bien imaginer une mise en scène où Faust jette par terre la métaphysique d'Aristote, jette par terre les Pandectes, jette par terre le livre de Galien, enfin... Que veut-on? Toucher les choses. Et la magie, c'est le pouvoir, non pas le pouvoir de devenir empereur, ce qui ne sert pas à grand-chose, non pas le pouvoir qui est lié à une fortune immense, mais le contact avec un réel et pas seulement avec des mots. Il faudrait se poser la question, qu'est-ce que c'était qu'un étudiant? Est-ce que le monde des étudiants était vraiment séparé? D'abord, les villes étaient moins grandes. Alors, faire partie de la basoche londonienne, peut-être qu'on était dans un... Alors, quand on parle des cubes, quand on cite les Grecs, quand on fait ça, est-ce que ça veut dire qu'on fait du théâtre élitaire pour tous? J'ai pas l'impression. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui comprendrait pas la référence à Hécube ou à tel personnage de la mythologie grecque, mais on va lui servir une blague bien salée qui comprendra. Donc chacun pourra apprendre, c'est comme un gâteau anglais bourré de raisins. Chacun mange ce qu'il peut dedans. Et il y a aussi une chose qui est essentielle, c'est que, et ça c'est la prolongation du théâtre des Miracle Plays, c'est qu'on a ensemble un problème, c'est qu'on dialogue. C'est que ce sont des poèmes ouverts. Même si c'est extrêmement subjectif, c'est un mec qui est sur le plateau et qui trouve un truc comme ça pour dire voilà ce que je pense moi, voilà où j'ai mal. Par exemple, il n'y a pas de monologue. Être ou ne pas être, c'était une question qui était posée à la pute, au prince, à tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi on a affaire? Il y avait quelque chose d'ouvert. Peut-être que l'écriture même de la pièce dans sa totalité
était le dialogue qui était mené avec le public. Comment arriver à rendre Marlowe accessible à un public? Je veux dire par là, je pense par exemple au premier Tamerlan. Le premier Tamerlan, si on le prend en fin de compte, il y a une situation qui se répète 3 fois, c'est 3 fois la même chose, c'est de la répétition d'une certaine manière. Il n'y a pas ce qu'on appelle traditionnellement du ressort dramatique. Bon, pourtant c'est une pièce d'une puissance absolument extraordinaire. Mais comment faire passer ça? Ben, je sais pas. Je sais pas. On peut dire, est-ce que Marlowe est montable? Est-ce qu'on peut, vu qu'il y a un tel extrême, une telle quête de l'extrême, est-ce que ça peut être joué? Bonne question. Hein. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Ne serait-ce que Tamerlan. Comment... Il y a de l'humour dans mon commentaire, là. Comment faire un théâtre de psychopathe? Comment voir une œuvre de psychopathe et l'apprécier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour nous encourager d'être un peu psychopathes, nous tous, quoi. Dans cette répétition de la même situation, pratiquement, est-ce qu'on s'en lasse pas, mais on a envie encore et encore et encore et encore et encore. Comment toucher ça, ce fibre en nous? Là, je ne sais pas. Je ne saurais pas y répondre comme cela. Ni sur le plateau. Moi, je ne suis pas prêt à monter Tamerlan, justement. Aussi, pour trouver un acteur pour jouer le rôle de Tamerlan, justement, dans un certain sens, un personnage qui ne bouge pas. Ouh, ça gonfle. Ça gonfle. C'est un acteur déjà grand, il faut un acteur... je ne sais pas, monstrueux, de grandeur hors nature, pour démarrer, et à partir du début, il ne cesse que de gonfler. De plus en plus fort, de plus en plus grand, de plus en plus grand, pour atteindre 4-5 mètres. Je ne sais pas comment restituer cela. Souriez, étoile qui avait présidé à ma naissance, et faites pâlir l'éclat des astres voisins. Car moi, le plus brillant flambeau de toute la terre, après m'être levé dans l'est avec un doux éclat, maintenant fixé sur le méridien, j'enverrai ma chaleur à vos sphères mobiles, et forcerai le soleil à vous emprunter sa lumière. Ainsi, avant que je retourne vers la Perse opulente, que je quitte Damas et les champs égyptiens, comme dit la légende du fils insensé de Clymène, qui faillit mettre le feu à l'axe du ciel. Ainsi nos épées, nos lances et notre mitraille rempliront l'atmosphère de météores de feu. Alors, quand le ciel sera devenu rouge sang, on dira que c'est moi qui l'ai fait rougir, pour ne plus penser qu'au sang et à la guerre. Vous avez fait allusion, Stratside, à l'équivalence qu'on pourrait trouver à travers les siècles de Marlowe avec quelqu'un comme Rimbaud. Vous avez fait allusion à Artaud. Et ce que je me demande, si, au-delà des scènes de cruauté qu'il y a dans le théâtre, mais dans cette espèce de volonté de transgression de toutes les limites, je dirais
de créer un théâtre sacré noir, d'une certaine façon. Est-ce que Marlowe, on ne peut pas, je dirais presque même mieux le comprendre aujourd'hui, précisément une fois que nous connaissons l'œuvre de Artaud, une fois que nous connaissons l'œuvre de Georges Bataille? Est-ce que là, ça ne trouve pas une lumière? Je le pense tout à fait. Je trouve que ces références Artaud, Bataille, moi j'ajouterais dans la lignée Genet et Pasolini aussi. Ces constructions, que ce soit Tamerlan, que ce soit Faust, bon, l'œuvre inachevée Massacre à Paris, ça paraît, on dirait des constructions mentales. On dirait un théâtre qui n'est pas vraiment basé sur l'observation du monde réel, mais la reproduction ou l'expression d'un monde certes tourmenté, mais un monde onirique personnel qu'on met sur scène. Que chaque personnage est une émanation de l'auteur, de ses aspirations les plus folles et ses cauchemars les plus intenses. Cette mise en chair des tourments et des fantasmes. Et la revendication des fantasmes. Et demander à des acteurs d'incarner cela. De donner corps et voix et mouvement et geste à ça. Et c'est une chose que nous commençons à connaître, évidemment, le XXe siècle nous a apporté ça, surtout la deuxième moitié, le surréalisme et autre chose, mais avant, est-ce qu'on pouvait comprendre Marlowe? Probablement que non. Bien que je trouve un plus grand précurseur du romantisme, même si les romantiques, je pense aux romantiques allemands, se revendiquaient de Shakespeare. Moi, je trouve que Marlowe, par la structure de ses œuvres, par la présence de la première personne, en général, tout est structuré autour d'un personnage central, moins d'intrigues parallèles comme on a en Shakespeare. Je le trouve nettement plus romantique, mais dans le romantisme fort, virulent, musclé qu'on peut trouver dans certaines œuvres de Schiller, par exemple, peut-être même dans Kleist. Je trouve un auteur plus romantique que Shakespeare. Et c'est pas péjorativement, l'utilisation que je fais du romantique n'est pas péjorative du tout. C'est-à-dire plus un auteur de projection mentale. Et aussi, il y a quelque chose, mais est-ce parce qu'on connaît sa vie, de jeune poète maudit qui va au bout, comme dans sa vie, qui était auteur, qui était probablement espion, on imagine, et quoi d'autre, qui était effectivement savant, qui a goûté dans sa brève vie tout est le contraire. Presque sans croyance. Il était probablement capable d'être aussi un grand croyant. Est-ce qu'il était catholique ou anglican, on ne sait pas, que d'être tout à fait athée. Qu'est-ce qu'il était sûrement les deux. Et beaucoup plus d'autres. Je crois que c'est cela qui nous attire en tant qu'homme de théâtre, en Marlowe. Bien qu'il soit très très difficile à monter et à jouer, pour ces raisons-là. Parce qu'on ne reproduit pas un monde extérieur, un monde matériel, on est en train de reproduire un monde mental, un monde personnel, personnalisé, un monde énorme. Un monde d'appétit. C'est étonnant, Marlowe, comme la notion d'appétit existe. Appétit de pouvoir, appétit, pas souvent pour la richesse, appétit sexuel, appétit pour la bouffe même, l'appétit de la vie. Croquer, manger, tout.
quitte à mourir d'excès, évidemment. On ne peut qu'en mourir d'excès. Et j'allais dire, cet appétit totalitarisant dans certains héros de Marlowe préfigure notre avenir totalitaire. De certaines grandes figures du XXe siècle, un mégalomane et totalitarisant. Et c'est déjà en Marlowe. Comment? Est-elle morte? Terrell, prends ton épée et frappe la terre jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en deux, et que nous descendions sous les voûtes infernales, empoigner les sœurs fatales par les cheveux, et les jeter au fin fond de l'enfer, pour avoir enlevé ma belle Apollonie. Kazan et Téridamas aux armes, élever les bastions plus haut que les nuages, trouer à coups de canon la voûte du ciel, démolissez le palais brillant du soleil, et faites trembler les étoiles au firmament. L'amoureux Jupiter m'a dérobé ma bien-aimée pour en faire la majestueuse reine du ciel. Quel que soit le dieu qui te tienne dans ses bras et te nourrit de nectar et d'ambroisie, baisse les yeux vers moi, divine Apollonie. Furieux, impatient, désespéré et délirant, brisant ma lance d'acier qui fit éclater les portes rouillées du temple de Janus, d'où sont sortis la mort et la guerre tyrannique, qui m'ont accompagné sous ce drapeau sanglant. Et si tu prends pitié de Timurling le Grand, descends du ciel et vis de nouveau avec moi. Dans ces, je dirais presque, fractures de la personnalité, ce qui ne peut nous apparaître dans des contradictions, c'est-à-dire ce qui est finalement tout le contraire de la psychologie classique qui veut que le moi soit compact, en quelque sorte, et en même temps dans cette espèce de sorte de pulsion revenue du plus profond de la personne, on dirait de l'inconscient aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez Marlowe, moi c'est souvent ce qui m'a frappé, qui est extrêmement proche, je dirais, il y a des moments où il me fait penser à Dostoïevski, et je dirais au Dostoïevski dépossédé, en disant il y a quelque chose quand même d'extraordinairement parent. Dès que vous avez parlé de Dostoïevski, moi aussi j'ai pensé à posséder. Pourquoi Quête absolue. Est-ce quête absolue, c'est et est-ce pas uniquement une haine de soi, une haine du monde? Un monde juste n'est pas. Est-ce qu'un monde juste pourrait être? Et de toute façon, tant que le monde juste n'est pas, allons au bout de ce monde injuste et le pousser jusqu'au bout. C'est sûr qu'il y a une absence en Marlowe, et comme Dostoïevski, du sentimentalité. Il y a des sentiments. Y a-t-il parfois amitié? Il y a désir, mais y a-t-il amour?
Y a-t-il, on va être un peu scout, respect de l'autre? Non. Il y a alliance avec l'autre. Il y a entente avec l'autre. Possibilité de faire un bout de chemin avec l'autre. Se servir de l'autre. Il y a désir, envie de posséder. Y a-t-il amour? Non. Singulièrement, non, sans amour. Ou un monde, voilà, c'est un monde d'un paradis perdu. Un monde d'un amour frustré, blessé, meurtri, qui se défoule. Qui se défoule avec férocité. Qui se défoule inconditionnellement. Jusqu'au bout, jusque là où ça peut mener. Et peu importe les conséquences. Les conséquences, on les verra une fois qu'on y arrive. C'est l'envie de vivre sans concession. Sans dévier de son chemin. Et même quand on constate que son chemin, même si on constate que son chemin est suicidaire, chemin faisant, c'est pas suffisamment bonne raison pour arrêter. Voilà. On ne change pas de chemin quand on se trompe. On constate qu'on s'est trompé et on revendique cette erreur, on l'incarne, on le digère, on l'ingère, on fait de cette erreur partie de soi, on continue. C'est vrai, c'est une existence sauvage, une sauvagerie du quotidien, de l'existence. Une intensité sauvage d'un homme ô combien civilisé, cultivé, c'est sûr. On se demande même si il n'y avait pas l'envie de se dévêtir de toutes ces strates de savoir qu'il avait hérité, qu'il avait maîtrisé. Comme s'il imaginait que l'homme nu, l'homme au bout, comme Tamerlan vers la fin, comme si en allant vers l'extrême, une vérité se révélera. En se doutant bien qu'il n'y aurait pas de vérité en même temps, mais pour en être sûr. Vraiment, enlever l'homme, tout ce qu'il a, pouvoir, une fois qu'on a son cœur ensanglanté, battant dans la main, ensuite de couper encore en morceaux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Christopher Marlowe, par Michel Cazenave, avec Gisèle Venet, Jean-Louis Bacchès, Stuart Side, Bernard Sobel. Texte lu par Jean-Louis Greenfeld. Archive INA, Anne Gallieri. Groupe de réalisation, Jean-François Néolier, Delphine Baudet, Guy Sonneau, Claude Giovannetti. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignan. Bibliographie, liens, réécoute, podcasts et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celle qui peignait des vaches et des lionnes, Rosa Bonheur.